Messieurs, bienvenue pour ce conseil du 6 février. Et immédiatement, nous déclarons la séance ouverte. Et je proposerai au conseil municipal de nommer comme secrétaire de séance Madame Stéphanie Soyer. Celles et ceux qui sont d'accord avec cette proposition veuillent bien manifester en levant la main. Avis contraire, abstention, Madame Stéphanie Soyer. Je vous invite à procéder à l'appel nominal des membres de votre assemblée municipale. Merci, monsieur le maire. Fabien Tchémé. Présent. Marie-Thérèse Houret. Présente. Alain Mamolo. Présent. Didier Caillé. Présent. Bernard Effard. Présent. Virginie Melki-Tétini. Présente. Rita Canas. Présente. Laurence Morel. Présente. Jérôme Lemans. Présent. Jules Caillard. Présent. Françoise Legros. Présent. Thérèse Zawi. Présent. Francis Brouet. Présent. Gilda Massa. Présent. Chara Frifaille. Présent. Jean-Philippe Vitran. Présent. Anna Zanelli. Présente. Yves Floquet. Présent. Serge Lecadir. Présent. Christian Châtelain. Présent. Elisabeth Vanacker. Présent. Isabelle Jalin. Emmanuel Bouguera. Présent. Stéphanie Soyer. Christian Honquet absent. Donne pouvoir à Laurence Morel. Carlo Di Marcantonio. Présent. Audrey Lyon. Patrick Lemaire. Présent. Denis Degan. Absent. Jeanne-Marie Binot. Présente. Céline Platel-Thuin. Assia Costanzo. Présente. Jean-Noël Verfailly. Présent. L'appel est terminé, monsieur le maire. Merci à vous, Madame Soyer. Concernant le procès-verbal du conseil dernier, du 12 décembre 2018, avez-vous des remarques? Sinon, je le passe immédiatement au voix. Oui, Mademoiselle Rita Canas. Merci, monsieur le maire. J'ai une observation, enfin une demande de rectification à faire sur le PV du conseil municipal du 12 décembre 2018 à la question 8, désignation d'un délégué à l'association des centres sociaux de la région de Valenciennes. Je souhaite, au nom du groupe des élus socialistes, démocrates et républicains, dont je suis la responsable, qu'on précise bien, comme nous l'avons dit et comme ça a été repris dans les vidéos du conseil, que Madame Isabelle Jalin a été présentée au nom du groupe des élus socialistes démocrates républicains. Ce n'était pas une candidature individuelle. Voilà. Et donc mes interventions ont été faites au nom du groupe des élus socialistes démocrates républicains pour lequel je parle ce soir. Bien, je prends note de votre volonté et en même temps je n'oublie pas qu'il y avait une seconde intervention à l'époque dans le débat. Ceci étant, ce sera précisé au procès verbal, suite à des décisions internes à votre groupe, mais à travers lesquelles je n'ai pas à m'immiscer. Je suis le maire de tous, point, c'est tout. Bien, alors, je propose que l'on passe au voix avec la remarque prise en compte de Madame Rita Canas. Celles et ceux qui sont pour voter ce procès verbal le manifestent en levant la main. Avis contraire, abstention, c'est adopté. Je veux donc, dans mon propos d'ouverture de ce conseil, chers collègues, mesdames, messieurs, d'abord revenir sur le mouvement social qui anime notre pays depuis près de 3 mois maintenant. De celui-ci, de ce mouvement de colère et d'espoir dans tout le pays, sans oublier y compris les dom-toms, sont nés les cahiers de doléances et à travers lesquels, et à travers cette initiative, j'ai tenu en tant que maire, à être immédiatement à l'initiative dès la mi-décembre. Avec, comme vous avez pu le constater, un retentissement sur le plan médiatique qui était inattendu. En effet, France 2, France 3, BFM, France Info, TV5 Monde, sans oublier France Bleu, la presse, toute la presse locale et régionale, tous se sont fait l'écho de cette initiative.
À ce jour, nous avons ainsi, pour votre information, recueilli près de 500 témoignages que nous sommes d'ailleurs allés déposer hier en sous-préfecture dans le cadre d'une délégation municipale. Dans le même souci de favoriser l'expression, j'ai reçu vendredi dernier, en mairie, des représentants des Gilets jaunes de Marly. Je leur ai d'ailleurs rappelé, avec mes collègues élus qui m'entouraient, dont notre première adjointe, Madame Marie-Thérèse Houret-Ledroll, eh bien, rappeler que les revendications étaient les nôtres, à savoir l'amélioration du pouvoir d'achat des familles et des retraites, la suppression de la hausse de la CSG de 1,7% pour tous les retraités, sans oublier le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Et bien entendu, avec une place particulière concernant les services publics qui sont frappés de plein fouet. Je pense aux hôpitaux, je pense aux maisons de retraite publiques, je pense à l'école, sans oublier les bureaux de poste. Et je pourrais encore allonger la liste avec les services des finances de l'État. Tous sont frappés. Et bien entendu, les collectivités territoriales dans leur ensemble, et en premier lieu, les communes. Dans le même temps, j'ai tenu aussi à rappeler combien je condamnais avec fermeté la casse et les casseurs. Oui, l'Union doit désormais être le maître mot du mouvement pour plus de justice sociale, pour de réelles avancées en matière d'ailleurs de pouvoir d'achat, pour une reconnaissance de la parole des Françaises et des Français. Le président de la République et le gouvernement ont proposé d'écouter leurs concitoyens. Encore faut-il que demain, ils les entendent. Enfin, suite à l'annonce faite vendredi dernier par Madame la Présidente du CIMOUV, Madame Agnès Dufour, je me félicite d'une nouvelle avancée notoire en matière de transport urbain à l'échelle du Valenciennois. L'extension aux moins de 25 ans de la gratuité des transports en commun sur le réseau Transville et l'arrivée de navettes électriques également gratuites qui vont ainsi assurer la liaison depuis les parkings relais vers les centres-villes de Valenciennes, puis Saint-Amand et enfin Denain. J'avais d'ailleurs appelé à l'époque de mes vœux cette gratuité pour notre jeunesse et pour les moins de 25 ans, d'autant plus qu'après l'arrêt du financement par le Conseil départemental ex-Conseil général du Nord dès 2016-2017 de la gratuité du transport scolaire pour les collégiens urbains, avec transfert de la charge financière aux syndicats de transport des intercommunalités. Satisfaction a été obtenue à l'époque, et on peut encore s'en féliciter, avec un soutien financier important de nos deux communautés d'agglo de l'arrondissement, la CAVM et la CAPH. Ce sont là, oui, des mesures d'importance. À l'heure où d'ailleurs se posent avec force les questions de la mobilité, les questions pour les jeunes afin de pouvoir se déplacer, dès lors où ils peuvent bénéficier de cette chance d'avoir encore, en cette période, un travail. Deuxièmement, pour les personnes qui sont sans moyen de transport. Et enfin, dans le même temps, chacun sait que ne pas avoir la possibilité de se déplacer est un frein pour la recherche d'emploi. De la même manière, j'avais interpellé Madame la Présidente, Agnès Dufour du CIMOUV, sur la nécessité d'envisager une nouvelle desserte du quartier de la Rhônelle, c'est-à-dire la route d'Aulnoy à Marly et Valenciennes, à l'heure où les logements y sortent de terre en nombre et où s'annonce d'ailleurs le futur boulevard urbain et le centre aquatique intercommunal situé sur Valenciennes, sur les terrains, eh bien, comme on dit anciennement USVA, pour ne citer que ces deux réalisations. Une étude sera faite très prochainement dans le cadre des réflexions du syndicat des transports sur les évolutions du réseau. C'est pourquoi elle m'a répondu favorablement à cette demande, de façon à ce qu'on puisse, pourquoi pas envisager, eh bien, la desserte de tout ce secteur. Il faut savoir qu'il y a d'un côté tout le secteur de la Rhônelle, et avec ses nouveaux logements, sans oublier
la Cité des Oiseaux, je m'excuse, la Cité des Pins, la résidence La Fontaine, la Cité Le Dieu, et tout ce qui se trouve sur le côté Valenciennes avec 700 logements. Bien, à partir de là, c'est près de 6000 habitants concernés, c'est donc une très grande commune, hein, comme on dit, une commune moyenne, qui doit, à un moment donné, avoir la possibilité aussi eh bien, de bénéficier de ce moyen de transport. Enfin, à Marly, après une année riche en événements, le mois de janvier a lui été aussi jalonné de temps forts. Pour mémoire, la cérémonie des vœux de votre municipalité et de votre serviteur, son maire, à la population, le vendredi 11 janvier, et le concert du Nouvel An, le dimanche qui a suivi, mettant ainsi en scène le jeune orchestre du Hainaut Cambrésis, sous la direction de notre directeur d'harmonie et d'école de musique, Thierry Huvel. Et en présence, c'était l'événement, la surprise, hein, eh bien, de Jean-Claude Casatsu. Tout cela, deux moments importants, 2000 personnes réunies, 1200 au vœu, 800 à l'occasion du concert du Nouvel An. Récemment, enfin, nous avons inauguré l'ascenseur de l'école élémentaire Huret Saint-Nicolas. C'est un équipement qui s'inscrit dans le cadre de la politique d'accessibilité de la ville. Cet ascenseur permettra ainsi aux enfants à mobilité réduite, qu'elle soit temporaire ou malheureusement permanente, d'accéder aux salles de classe. Oui, l'école des Huret Saint-Nicolas a été choisie. Pourquoi ? Eh bien, pour accueillir cet équipement, car il s'agissait de la seule école de Marly à ne posséder aucune classe au rez-de-chaussée. Enfin, cette réalisation a également permis de saluer, et ce de la part de M. Jules Caillard, notre adjoint à l'enseignement et à la restauration, qui représentait le maire qui était à l'IT, eh bien, de saluer la présence au sein de l'établissement, depuis l'année dernière, d'enfants de l'IME, comme on dit, de la plaine de Mons, les deux rives, dans le cadre de parcours inclusifs destinés à leur permettre d'envisager une scolarité en milieu ordinaire. Et ce vendredi 8 février, c'est en présence du président de notre communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, Laurent de Gallet, eh bien que nous poserons la première pierre du futur restaurant scolaire Marie Curie, un investissement de 1 900 000 €, subventionné à hauteur de 74%, qui est très attendu des familles et des personnels, subventionnés sur la première tranche des 1,5 million. Et enfin, le succès des derniers moments musicaux marlysiens. Dimanche dernier, nous a amené à délocaliser d'ailleurs ce concert de l'auditorium de l'école municipale de musique à la salle du conseil, ici même dans cette enceinte. Et c'est pourquoi, oui, ça a été l'occasion pour moi-même, pour notre adjointe à la culture et aux relations publiques, Laurence Morel, de réaffirmer que la culture est devenue réalité à Marly, et ce depuis maintenant 10 années. Après les semailles, la récolte, et nous avons développé tous azimuts nos politiques en fonction, bien entendu, de nos moyens. Par ailleurs, Laurence reviendra par la suite sur le programme culturel, notamment des mois à venir. Dès à présent, je propose que l'on passe à notre ordre du jour en vous informant que vous avez sur votre table, notamment dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire, une fiche qui a été modifiée, une erreur de chiffre, hein, et donc qui remplace, dans le cadre du rapport et de la partie explicative, la page 17. Après en avoir terminé avec ce propos liminaire, j'en viens maintenant. Bougez pas. Je dois ranger mon dossier. Il est en dessous. C'est bon. C'est bon. Non. Excusez-moi. Hop. J'en viens donc au rapport d'orientation budgétaire. Je bois une goutte d'eau. Parce que la gorge est ici.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, le rapport d'orientation budgétaire constitue une étape importante dans le calendrier, comme vous le savez, de la préparation budgétaire. Il est là l'occasion d'un échange enrichissant entre les élus et permet de présenter ainsi une rétrospective des grands indicateurs financiers et les grandes lignes de la politique budgétaire pour les années à venir. Celui-ci est conçu, bien entendu, avec comme objectif, à moyen, court et long terme, de s'orienter vers le Marly 2030. C'est ce qui s'appelle avoir une vision dans le domaine d'une ville qui a bien des défis à affronter, et ce, en coopération étroite avec notre communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, avec le département, la région et les services de l'État. Alors, dans le même temps, il est l'occasion d'un échange enrichissant entre les élus et permet de, comme je l'ai dit, de présenter ainsi cette rétrospective des grands indicateurs financiers, les grandes lignes de la politique budgétaire. En ce qui concerne la conjoncture nationale, un mot, il faut rappeler que le projet de loi de finances 2019 prévoit une stabilisation de l'enveloppe de dotation globale de fonctionnement, la DGF. C'est donc dans un cadre toujours difficile, nous obligeant à une extrême prudence, que se définissent les orientations budgétaires 2019 de la ville de Marly. La préparation budgétaire, enfin, devra tenir compte du contexte actuel, toujours aussi défavorable pour les collectivités. La dette s'élève à environ 9 605 690 € et 28 centimes, et ce, bien entendu, au 31 décembre 2018. La bonne gestion communale, que je tiens à souligner, passe d'ailleurs d'abord par un travail important sur la dette. Je me dois de rappeler que la ville ne détient plus d'emprunts à risque, c'est-à-dire d'emprunts toxiques. Les recettes de fonctionnement, quant à elles, devraient être stables par rapport à l'année précédente 2018. La DGF diminue de 15 220 €. Elle était en 2018 de 2 170 005 €. Elle sera en 2019 de 2 154 785 €. La DSU augmente de 47 154 € et passera de 1 385 368 € en 2018 à 1 432 522 € en 2019. Mais il faut rappeler que cela est la conséquence d'une crise qui frappe durement notre ville, comme bien des villes du Nord ou des quatre coins de la France. Et c'est en fonction des critères, notamment sociaux, qu'est définie cette dotation. C'est-à-dire que dès lors où il y a plus de misère, automatiquement, par voie de conséquence, cette ligne budgétaire grandit. Enfin, la dotation nationale de péréquation augmente de 1 823 €, 126 876 € en 2018 et 128 699 € en 2019. Les dépenses de fonctionnement ainsi que la masse salariale restent maîtrisées avec la recherche permanente, d'ailleurs, d'économie, le non-remplacement systématique des départs à la retraite et la volonté de maintenir les avantages en direction du personnel municipal. En 2018, par exemple, un régime indemnitaire global s'est élevé à 588 767 €. Le relèvement des taux de cotisation ainsi que la mise en œuvre de l'indemnité compensatrice de la CSG, tout cela, ça vient encore grever le budget communal. Et à cela, il faut ajouter la modification de la réglementation en matière d'encadrement pour les collectivités. Et en ce qui concerne notre chapitre, très important, des dépenses d'investissement, la ville conserve un bon niveau, oui, grâce à la recherche systématique de subventions ainsi qu'à son autofinancement.
D'ailleurs, depuis 2008, la ville n'a cessé d'améliorer le cadre de vie des habitants et de rénover le patrimoine communal, alors en fort mauvais état. Les chantiers ont été nombreux, aussi bien en réfection de voiries qu'en réhabilitation de bâtiments, en passant par la rénovation complète de l'éclairage public, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Pour 2019, la ville continue ses efforts, avec la construction, comme chacun le sait, du nouveau restaurant scolaire d'un montant d'1,9 million d'euros, TTC, subventionnable à hauteur maximale de 73% pour la construction. Outre ce projet d'envergure, est prévu également le rendu des études concernant la réhabilitation du complexe sportif de Neyer, ainsi que la mise en sécurité des carrières souterraines des rues Roger Salengro, Émile Zola et du Chemin Vert. La ville va poursuivre enfin ses efforts en matière d'accessibilité avec le PAV, c'est-à-dire le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, très important pour les personnes à mobilité réduite, etc. Par ailleurs, l'aménagement de l'espace public n'est pas mis de côté, avec la création d'une allée envisagée au cimetière et d'un plan géographique, l'aménagement de divers massifs, ainsi que l'étude de faisabilité de la place Gabriel Péry, qui pourrait connaître une connexion avec le parc Oscar Carpentier. Bien entendu, Marly poursuit dans le même temps sa politique active en direction des habitants, de la jeunesse, du sport, de la culture, de nos aînés, des personnes handicapées, avec un maintien des subventions. Je tiens à rappeler que nous n'avons pas augmenté notre fiscalité depuis 2009, que nous avons maintenu toutes les subventions, que nous n'avons pas eu recours aux locations de salles en direction des associations, que sur une centaine d'associations, 12 nouvelles sont nées, ici même à Marly, ou sont venues de l'extérieur. Je tiens à rappeler que c'est avec plaisir que, suite à la réalisation du nouveau stade, nous avons accueilli le club Cossic, qui est toujours à Marly, et qui se plaît bien. Nous avons accueilli l'école de la sagesse, Notre-Dame. Nous avons accueilli les pompiers professionnels. Nous avons accueilli, y compris, sagesse, Notre-Dame, pompiers professionnels, club Cossic. Le rugby, qui fait partie de cette grande famille du sport de masse à Marly, et dont je me félicite de leur arrivée. Et nous allons aller vers un développement de la coopération avec ce club, d'ailleurs, du rugby club du Valenciennes. Par ailleurs, c'est un demi-million d'euros qui est apporté à notre centaine d'associations. Et il faut savoir que 50 associations bénéficient d'un toit, bénéficient des fluides, bénéficient tout simplement du fonctionnement. Une association sur deux, dans cette ville de 12 000 habitants, avec un budget de 22-23 millions d'euros, oui, est hébergée. Et nous avons des salles aussi de sport spécifiques. Je pense à la gymnastique avec ses 1600 adhérents, qui s'est vu attribuer récemment le praticable, et ce, dans le cadre d'une promotion de 38 000 euros. À la grande satisfaction des gymnases, des personnes handicapées qui fréquentent cette structure, des personnes âgées, et puis y compris de toute cette jeunesse qui s'épanouit à travers cette discipline, la gymnastique. En conclusion, conformément au texte en vigueur, le rapport d'orientation budgétaire est bien entendu destiné à délivrer des informations en toute transparence sur les engagements en cours, les évolutions micro- et macroéconomiques, ainsi que sur les marges de manœuvre qui président à l'élaboration du budget annuel. Alors, c'est dans un contexte, bien entendu, budgétaire particulièrement difficile. Nous avons eu une baisse des dotations quand on fait le détail des ressources nouvelles et des baisses de dotations, moins 1 600 000 euros sur les années écoulées. Ce qui oblige la collectivité à des arbitrages, sans pour autant faire peser ses choix sur le pouvoir d'achat des ménages. Ce rapport se veut à la fois responsable et respectueux.
Responsable, oui, car il s'inscrit dans la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement, incluant celles liées aux ressources humaines, la nécessaire diversification des sources de financement ou la gestion encore de l'encours de l'année. Respectueux, car il obéit également aux engagements pris auprès des habitants en poursuivant la mise en œuvre des actions inscrites au plan du mandat municipal. Alors ce rapport traduit la volonté continue de l'équipe municipale de déployer des politiques publiques à la fois efficaces au quotidien, structurantes pour l'avenir, autour de priorités claires, d'objectifs réalisables à court et moyen terme, et ce, au service de l'intérêt général. Je veux en introduction remercier les services financiers sous la responsabilité de notre adjoint, notre ami Didier Caillet, sur l'administration sous la responsabilité d'Arnaud Bavet, d'Amandine Aossine, et dans le même temps de toutes celles et ceux qui contribuent à la mise en œuvre des décisions qui touchent à la vie et à la gestion municipale. Les services municipaux sont très importants. Je veux les remercier pour tout leur travail qui est déployé, et notamment par les temps qui courent, avec la crise, et y compris en raison des conditions atmosphériques. Ils sont sur le terrain, ils sont au service de la population. C'est une vaste entreprise, une entreprise avec laquelle nous travaillons là aussi en étroite liaison. J'en ai terminé, chers collègues, avec ce propos, pour maintenant laisser place au débat pour les uns et les autres qui souhaitent bien entendu s'exprimer, qui ont des questions, des remarques ou des propositions, comme on dit avec un souci, qui est celui d'être constructif et au service de, je le répète, l'intérêt général. La parole est à vous. Merci. Mademoiselle Rita Canas. Merci de m'être pris la parole. Donc, au préalable, je tiens quand même à rappeler que je parle non pas au nom du Parti socialiste, je parle au nom du groupe des élus socialistes, démocrates et républicains qui a été constitué en début de mandature et qui a été reconnu par ce conseil municipal. Donc, ce n'est pas une déclaration que j'ai à faire, c'est simplement des questions, puisque vous dites vous-même, et juste à propos, qu'un rapport d'orientation budgétaire doit être l'occasion d'échanges, mais aussi si on doit poser des questions. Demain, dans quelques semaines, il y aura un vote du budget, et donc, avec les collègues, nous avons simplement des questions à poser et savoir si on peut avoir ces réponses. Premièrement, dans les tableaux que vous parlez de rétrospective sur la situation financière, il y a toujours cette colonne où on parle de prévision du compte administratif 2018 au 17 janvier. Donc nous voudrions savoir au préalable, donc c'est assez intéressant, mais nous voudrions savoir au préalable si, lorsque nous allons voter le budget primitif au mois de mars, est-ce que auparavant, la ville sera en capacité de nous faire voter le compte administratif qui donne la réalité de l'exécution budgétaire, tant en dépenses qu'en ressources qu'a perçu la ville sur l'année 2018. Premièrement. Deuxièmement, dans ces tableaux, donc il y a toujours ces colonnes, il aurait été intéressant pour que, comme vous le dites, on ait des éléments, des éclairages pour savoir comment se construit le budget. C'est que sur les graphiques qui ont été faits par les services, que nous remercions, c'est que l'année 2018 soit mis également sur le graphique évolution des épargnes et de l'effet de ciseaux, que nous on ait également les mêmes indications sur évolution de l'encours des emprunts et de l'annuité. On s'arrête à 2017. Ce serait intéressant d'avoir également ce graphique avec qu'est-ce que ça représente pour l'année 2018. Également l'évolution du ratio de désendettement en année, pour savoir à quel seuil on en est, puisque, si je reprends bien, la barre jaune du 10, là, c'est marqué seuil limite. Est-ce qu'on est en dessous? Est-ce qu'on est au-dessus? Voilà des éléments on voudrait savoir si le conseil municipal, pas en l'occurrence nous uniquement, mais l'ensemble du conseil municipal puisse l'avoir.
Une autre question que nous posons, c'est de savoir si qu'est-ce qui fait que sur les produits exceptionnels dans les recettes de fonctionnement, 77, il y a une évolution comme ça, qui est assez curieux. On était en 2018 à 376 000 euros, en 2015 à 754 000 euros, en 2016 à 376 000 euros, et en 2017 on est à 44 000 et en 2018 à 89 000. Pourquoi il y a une évolution comme ça? À quoi ça correspond ces produits exceptionnels et quelles en sont les raisons? Autre question qu'on se pose aussi, vous parlez de personnel, le tableau des effectifs. On voit l'évolution entre 2009 et 2018. Donc, avec agent titulaire, on est à 197, agent non titulaire, 86, autres emploi d'avenir, à 1, on est au total à 284. Pour mémoire, en 2009, on était à 264. Donc, il y a 10 de différence. Je suis bonne en calcul. Donc, on l'avait dit au dernier conseil municipal, vous aviez dit que c'était intéressant et Jérôme Léman et monsieur le DGS m'avaient dit que c'était possible. C'est qu'on ait communication au prochain conseil municipal, donc aujourd'hui, d'avoir un tableau qui reprend par direction, par service, quels sont les recrutements qui ont été faits sur les 2 dernières années et qui sont envisagés sur 2019. Mais pas de façon globale, par service, par direction, administration générale, tous les services en question, et qui nous permettrait de voir à quoi correspond ce recrutement des non-titulaires et qui sont impactés sur le tableau des effectifs. C'est tout. Voilà. Et puis, le dernier point quand même, et c'est des questions, c'est le rapport d'orientation budgétaire. Vous avez listé un ensemble de travaux qui ont déjà été faits. On s'était doté sur le premier mandat et qui a été continué, qui était intéressant, un programme pluriannuel d'investissement. Et donc, il serait intéressant que le conseil municipal dans son ensemble, on sache à quel point on en est de la réalisation de ce PPI en 2019. Merci de votre écoute. Merci, mademoiselle Canas. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, je vous en prie, monsieur Jean-Noël Verfailly. Merci, monsieur le maire. Alors, j'avoue que mon intervention va ressembler sur certains aspects à celle de madame Canas, parce que la question que je me suis posée, c'est où est passé 2018 en fait, en lisant la note de synthèse. En effet, d'abord en me penchant sur les chiffres, puisque en matière budgétaire, c'est essentiel. Donc, bon, c'est relativement classique comme analyse. C'est toujours des ratios investissement-fonctionnement qui sont peu satisfaisants pour nous. On voit qu'il y a une non-maîtrise des dépenses de fonctionnement, qu'on a une augmentation de l'endettement qui devient préoccupante maintenant pour notre ville, et qu'on a une disparition de la capacité d'autofinancement. Donc sur les chiffres, c'était vraiment inquiétant. Alors, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai repris le projet de Rob 2018, parce que comme il avait disparu, elle le recherchait. Et c'est intéressant parce que j'ai regardé sur les projets, il est bâti exactement de la même manière. Donc, monsieur le DGS, je pense que vous n'avez pas eu beaucoup de travail cette année pour le modifier. J'ai regardé les priorités pour 2018 et comparé avec les priorités pour 2019. Je vais vous le lire, ça va assez vite. Donc, priorité 2018, numéro 1. Acquisition de matériel nécessaire au bon fonctionnement des services et des équipements informatiques, véhicules mobiliers, matériel scolaire, matériel petite enfance, matériel école de musique, matériel son et éclairage. Priorité pour 2019, acquisition de matériel nécessaire au bon fonctionnement des services et équipements informatiques, véhicules, mobilier, matériel scolaire, matériel petite enfance, matériel école de musique. Voilà, vous le comprenez. Deuxième ligne, aménagement de la voirie et des réseaux, PAV, accessibilité, carrière souterraine, maîtrise d'œuvre, salle en gros et chemin vert. Priorité pour 2019, aménagement de la voirie et des réseaux, plan de mise en accessibilité et aménagement des espaces publics, mise en sécurité des carrières souterraines, salle en gros et chemin vert. Troisième ligne, développement de l'espace public avec embellissement des espaces verts, acquisition de mobilier urbain, études d'urbanisme, cimetière, création d'une allée, emménagement d'un jardin du souvenir, aménagement de divers massifs, arbres et arbustes, études de faisabilité, orientation, aménagement, place Gabriel Ferry.
Priorité pour 2019, développement de l'espace public avec embellissement des espaces verts, acquisition de mobilier urbain, études d'urbanisme, cimetière, création d'une allée et aménagement d'un jardin de souvenir, aménagement de divers massifs, arbres et arbustes, études de faisabilité, orientation, aménagement de la place Gabriel-Péri. Ensuite, amélioration sur les bâtiments communaux, construction du restaurant scolaire Marie Curie, mise en conformité de la salle Gosselin. 2019, amélioration des bâtiments communaux, construction d'un restaurant scolaire Marie Curie, mise en conformité des bâtiments, salle Schumann et Gosselin. Et ça continue, ensuite, études et diagnostics sur la réhabilitation sportive du complexe sportif de Neyer en 2018, et en 2019, on retrouve rendu des études pour la réhabilitation du complexe sportif de Neyer. Et ensuite, ça se termine donc par le plan en russe sur la briquette en 2018 et qu'on retrouve également, bien sûr, en 2019. Donc ça, c'est pas vraiment une surprise, alors que sur le restaurant scolaire ou sur l'ANRU, on comprend bien que il faut plus d'une année pour faire ce genre de choses. Par contre, pour des choses comme la création d'une allée ou l'aménagement d'un jardin du souvenir au cimetière, ou pour faire des études, que ce soit pour les carrières, pour Deneyer ou pour la place Gabriel-Péri, c'est un peu difficile de comprendre qu'il faille plusieurs années pour faire de telles études, dont en plus on n'a jamais communication, et on ne peut pas avoir de débat public et construire une décision collective sur ces enjeux qui sont quand même très importants pour notre commune. Donc, intéressant, c'est que finalement, on se rend compte qu'en fait, où est passé 2018 ? 2018 a disparu. En fait, il ne s'est rien passé en 2018. Il y a dû y avoir une catastrophe climatique. La ville a été sous cloche pendant un an. C'est absolument rien passé. Donc, il y a eu une chose qui a été faite, l'aménagement du logement Jean Rostand pour le RAM et l'Alpe. Et une deuxième, qui est la mise en conformité de l'école Huret, vous en avez parlé, avec l'ascenseur. Donc, c'est quand même vraiment quelque chose qui est incroyable de voir à la fois le copier-coller des deux documents entre 2018 et 2019. Et on se rend compte que si 2018 a disparu, on va le retrouver en 2019. Et que si on cherche le rapport d'orientation budgétaire de la ville de Marly, en fait, il ne fallait pas venir ce soir au conseil municipal de Marly, il fallait surtout pas rater celui de Valenciennes Métropole, parce que c'est plus qu'à Valenciennes Métropole maintenant, on mène des projets dans cette ville. Très bien. Merci de votre contribution, cher monsieur Verfailly. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Monsieur Christian Châtelain, je vous cède bien volontiers la parole. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, vous n'êtes pas sans savoir, je peux vous l'apprendre ce soir, il y a une scission au sein du groupe des élus socialistes donc de cette ville. Alors, je ne vais pas polluer le débat de ce soir concernant le débat d'orientation budgétaire, mais je voudrais simplement apporter des précisions et en demander à Rita, qui s'est prononcée tout à l'heure, au nom du groupe des élus socialistes, démocrates et républicains. On est d'accord, Rita ? Voilà. Alors, simplement pour être très précis, comme tu l'as été lors du compte-rendu du dernier conseil municipal, tu as demandé à ce que des précisions soient apportées à une question bien précisément. Est-ce que tu peux apporter la précision suivante, c'est-à-dire nommer les personnes qui appartiennent à ce groupe, comme je vais le faire, au nom du groupe des élus socialistes, s'il te plaît. Je crois que c'est une intervention du conseil municipal sur un budget et c'est pas... Non, mais tu te prononces au nom d'un groupe et... Je pense que nous sommes en train de parler des affaires de Marly et oui. Les affaires d'un fonctionnement de groupe politique ne sont pas le sujet de l'ordre du jour du conseil municipal. Nous en parlerons à d'autres endroits. Je regrette, mais je n'ai pas à répondre. Mais si monsieur le maire demande qu'il y a des nouvelles interventions, je citerai les noms du groupe des élus socialistes, démocrates, républicains qui font partie de ces gens qui se posent les mêmes questions. Je pense que dans le conseil municipal, il y a d'autres personnes qui se sont posées, de la majorité municipale, qui se sont posées aussi d'autres questions. Voilà. Et donc, je n'ai pas à parler des affaires internes de mon parti politique. Et je ne parle pas au nom du Parti socialiste, je parle au nom du groupe des élus socialistes démocrates républicains. Groupe des élus socialistes démocrates républicains qui a fait tous les conseils municipaux des déclarations, qui a fait des articles de presse, des articles dans le bulletin municipal. Et Christian, tu en étais toi-même signataire. Merci, je ne répondrai pas à cette question-là. Parlons de l'intérêt de Marly, parce que dehors, les gens attendent ça. Merci. Merci pour ces précisions, Rita.
Alors, au nom du groupe des élus socialistes, je souhaite revenir et intervenir sur 3 éléments de ce débat d'orientation budgétaire. Premièrement, sur la fiscalité de la commune, nous pouvons nous féliciter du maintien des taux d'imposition depuis 2009, alors que les dotations de l'État sont en baisse depuis quelques années. Nous avons ainsi fait le choix politique, dans un contexte économique difficile pour tous, de ne pas fragiliser le revenu des habitants de Marly depuis 10 ans, par le fait d'une stabilité de la pression fiscale. Pour 2019, les taux d'imposition communaux seront une nouvelle fois reconduits et donc sans augmentation. Deuxième point, la vie municipale. Le dynamisme d'une commune se mesure par la force de la vie associative. Sur son territoire, nous pouvons être fiers aujourd'hui de comptabiliser près de 110 associations de tout type dans notre ville, qu'elles soient sportives, culturelles ou encore génératrices de loisirs. Nous avons mis en place une politique volontariste en faveur des associations et, malgré des recettes en baisse, les subventions accordées n'ont jamais diminué, offrant ainsi une quantité importante d'activités diverses aux habitants de Marly, des moins jeunes aux plus jeunes. Cette année encore, les associations seront soutenues par une enveloppe budgétaire stable. Dernier point, l'aménagement de la commune. Dans un contexte économique difficile, nous pouvons nous féliciter d'avoir réalisé de nombreux travaux dans notre commune pour améliorer le quotidien des habitants. Parmi toutes les réalisations, nous pouvons citer, entre autres, la rénovation de toutes les toitures des écoles, la rénovation de plusieurs voiries du quartier des Floralies ou du centre-ville, ou encore la rénovation de salles de sport. Cette année encore, de nombreuses réalisations sont prévues sur l'ensemble du territoire, avec la priorité des priorités qui consistera très prochainement à combler les carrières souterraines dans le secteur du chemin vert. En conclusion, malgré un contexte national tendu, un contexte local très compliqué à notre arrivée, avec un passif de l'équipe précédente qui pouvait limiter nos moyens d'action, nous avons tout de même su sortir peu à peu la tête de l'eau. Les éléments de ce DOB en sont la preuve. Certains trouveront sans doute notre vision un peu trop positive de ce budget, mais nous pensons qu'elle est avant tout réaliste, car il faut garder à l'esprit le chemin parcouru depuis notre arrivée. Le groupe des élus socialistes apporte donc son soutien aux orientations budgétaires prises pour cette année 2019 qui commence. Merci de votre attention. Merci à vous, Monsieur Châtelain, de cette intervention constructive. À vous, Monsieur Jérôme Lévent. Merci, Monsieur le maire. Voilà, moi je souhaitais revenir en général, mais sur ce qu'a dit Monsieur Verfailly. Tout d'abord, en fait, je reviendrai sur votre démonstration sur le copier-coller. C'est important, enfin au moins pour ce qui me concerne, parce qu'il y a le cimetière dedans, les allées dont vous parlez. Effectivement, oui, depuis 2 ans, on travaille sur l'enherbement du cimetière, on travaille sur les allées. Et donc, quand on fait bien et on trouve que c'est quelque chose qui fonctionne, on le refait l'année d'après. C'est un copier-coller, mais oui, mais si c'est bon et on va dans le bon sens d'une année sur l'autre, on reprend et on peut répéter ce qui fonctionne. Il faut bien le mettre et il faut bien l'inscrire et les services sont faits. Les chiffres et tout ce qui s'ensuit et la prospective résulte d'un vrai travail. Et j'en suis conscient, je le sais, et j'ai vu le boulot. Et je trouve que c'est vraiment déplacé et j'en ai un peu assez de voir qu'à chaque fois, sur chaque intervention, et quelles que soient les interventions, vous attaquez indirectement les personnels et ceux qui bossent, et aussi les élus. Je voudrais revenir donc sur le cimetière. Oui, vous avez dit il n'y a pas très très longtemps sur Facebook, et j'ai répondu, et je me suis permis de répondre, que la ville était une ville sale, qu'on avait payé les jurys pour la seconde fleur. La seconde fleur, justement, pour vous montrer que ça bouge, c'est un jury qui vient et qui est venu pendant 2 ans et qui, dans le cadre de cette fleur, des villes et villages fleuris, mais les villages fleuris, vous savez que ça va bien au-delà du fleurissement, ça va sur d'autres volets, et les volets, en fait, sont éliminer les produits phytosanitaires, favoriser le recyclage des déchets, sensibiliser les habitants au respect de leur environnement, réglementer la publicité, lutter contre les nuisances visuelles, moderniser l'éclairage public, etc. Ce dont on parle dans le rapport d'orientation budgétaire. Voilà, donc vous avez beau dire qu'on a payé ce jury,
et que ce jury, oui, suit un parcours défini. Je trouvais ça très très drôle. Le jury ne suit pas suit un parcours défini ce jour-là, vous avez tout à fait raison. Mais comme disait en fait l'autre, vous préférez peut-être lire et entendre ce que vous ne comprenez pas, comme ça vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Oui, il vient sur un parcours défini, mais oui aussi, les jurys viennent en amont pendant toute l'année pour visiter la commune et voir ce qui est fait. Et ce jour-là, on fait visiter quelques points, évidemment, comme à Saint-Saulve, comme à Valenciennes, comme à Roubaix et Tourcoing. Vous imaginez que le jury, s'il allait à Roubaix et à Tourcoing, il devait faire chaque rue. Vous imaginez le temps que ça passerait. Voilà, donc, ne vous en déplaise, ce sont des professionnels avertis qui ne se fondent pas en fait sur quelques clichés bien choisis, sur le petit pissenlit qui dépasse ou la défécation canine. Ils viennent vraiment par rapport à un travail qui est fait, et par rapport à des moyens, puisqu'on parle de rapport d'orientation budgétaire, des moyens qui sont donnés à nos services et à des gens qui bossent. Et aussi, si vous voulez bien, à des politiques aussi qui bossent, parce qu'il y en a. Voilà, donc si vous avez le temps d'arpenter les rues pour prendre en fait le petit pissenlit qui dépasse, moi en fait je vous conseille de venir avec nous. Et si vous avez le temps de prendre les photos des bouteilles et des déchets qui sont par terre, on sait, on lutte aussi contre ça, contre les dépôts sauvages. Si vous avez le temps de faire ça, venez avec nous et lutter contre ces incivilités, lutter contre ceux qui viennent et qui dégradent les biens publics et privés. A priori, c'est pas votre but, mais peut-être que justement ces incivilités, ces dégradations vous arrangent pour faire vos petits discours sur Facebook et vos petites interventions avec, encore une fois, des photos. Si vous voulez, en fait, je peux aller dans mon jardin, je mets une bouteille par terre et puis je prends les mêmes photos que les vôtres. Voilà. Bien. Alors, après monsieur Jérôme Léman, j'ai dans le débat monsieur Didier Caillé et ensuite madame Marie-Thérèse Ouret-Le-Drôle. Oui, merci monsieur le maire. Je voudrais d'abord répondre à une interrogation de madame Canas concernant les produits exceptionnels. Donc tout ce qui est produits exceptionnels, c'est tout simplement tous les remboursements qu'on a pu avoir par les compagnies d'assurance sur les problèmes ou litiges qu'on a eu donc cette année-là. Je répondrai maintenant à M. Verfeilly concernant l'endettement, parce qu'il me chatouille à chaque fois avec son niveau d'endettement. M. Verfeilly, je voudrais quand même vous poser une question aussi. Est-ce que vous étiez présent en 2008 lors d'un conseil municipal? Non, je pense pas. Hein. Ou alors c'est une erreur de ma part peut-être, mais je peux faire une erreur aussi. Attendez, je commence à prendre de l'âge. Hein. 2008, vous n'étiez pas là. 2009 non plus peut-être. 2010, je pense pas. Oui, je pense que vous êtes arrivé 2 ans avant les autres élections, puisqu'on a perdu 2 années aux dernières élections municipales grâce à vous. Et 1 année et demie après, je tiens quand même à le préciser. Je termine. Alors, si vous étiez présent, si vous aviez été présent à ce moment-là, vous pourriez faire ce genre de commentaire complètement ridicule. La situation financière, en 2008, on avait un niveau d'endettement imbattable dans la région Nord. Pourquoi? Parce que la municipalité précédente avait fait des emprunts à tour de bras pour des choses. Enfin, on n'a jamais compris parce qu'on n'a jamais rien retrouvé non plus, même dans les délibérations, ce qui était quand même aberrant à l'époque pour les personnes qui géraient les délibérations. Nous, depuis 2008, eh bien, on a désendetté. Hein, c'est-à-dire qu'on a réparé les conneries des autres. Et ça a coûté cher aux habitants parce que c'est vrai qu'on a été obligé de mettre 30% au niveau de la fiscalité. On aurait pu éventuellement s'en passer si ça avait été bien géré avant. Et je voudrais vous rappeler quand même que tout ce qui a été fait dans la commune, quoi que vous puissiez en dire, tout ce qui a été fait en autofinancement. Sur 10 ans et 11 ans bientôt, on a fait un emprunt de 500 000 € pour accélérer les travaux de voirie, parce que les voiries ont été refaites en grande partie sur Marly, chose qui n'avait pas été faite depuis des décennies. Et on a ce fameux emprunt d'1 500 000 € pour les carrières. Alors, je ne reviendrai pas sur cet emprunt des carrières, parce que bon, je sais qu'il a été fait inutilement, mais je reviens sur ce que j'ai dit. Moi, j'étais et je suis toujours du côté des habitants impactés par cette zone de carrière. C'est pour eux dramatique, encore au jour d'aujourd'hui. Heureusement, il n'est rien arrivé l'année dernière. Imaginez qu'il soit arrivé à un effondrement très important. Nous avions la possibilité de réagir tout de suite. Et je peux vous dire que cet emprunt, au moment où on l'a réalisé jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons gagné de l'argent dessus.
Et ce qui commence à me chiffonner aussi, c'est que certaines personnes mal intentionnées insistent sur le fait que cet emprunt est servi pour autre chose. Alors ça, je peux vous certifier, et je demande régulièrement au service comptabilité un état de la trésorerie des comptabilités, c'est-à-dire le solde en début de mois, le solde au 15 et une prévision sur le dernier jour du mois. Je peux vous dire que dès le premier jour du mois, les 1 500 000 euros ont été enlevés des carrières. Et pour continuer sur ces carrières, il faut quand même savoir que nous avons au jour d'aujourd'hui payé 116 500 euros de factures pour les carrières souterraines et qu'il reste sur le mois de février 85 000 euros à payer de travaux de forage et de sondage. Ce qui représente, si vous savez compter, je l'espère, plus de 200 000 euros. 200 000 euros pris une fois de plus en autofinancement. Si la commune est mal gérée en se permettant de ne pas toucher à un emprunt pris sur les carrières et de payer tous ces travaux, plus de 200 000 euros, sans pour ça diminuer d'autres choses, eh bien moi je pense que nous avons bien travaillé. Alors faites quand même attention quand vous répétez sans arrêt la même chose, quand vous répétez comme vous venez de le faire entre le copier-coller de 2018 et 2019, sachez que certains travaux ne se font pas en une journée. On voit, je sais, vous n'avez peut-être pas l'habitude de travailler beaucoup, mais faire tous les accès PMR sur une seule année, c'est complètement ridicule. Faire une cantine scolaire sur une seule année, c'est complètement ridicule, et j'en passe et des meilleurs. Alors faites attention à ce que vous dites, parce que là, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit mon collègue Jérôme. Il arrive un moment, trop, c'est trop. Bien, merci Monsieur Ducaillé. Madame Marie-Thérèse Ouvrel-Le-Droll. Je ne vais pas rajouter beaucoup de choses parce que beaucoup de choses ont été dites, mais je voudrais quand même dire, on parlait tout à l'heure des cimetières, et bien l'année prochaine, il y aura encore un copier-coller, parce que malheureusement, il y a des gens qui décèdent à Marly, et malheureusement, tous les ans, il faut faire une allée. Donc vous l'aurez encore, préparez-le, vous pouvez déjà le mettre au stabilo sur votre rapport que vous avez fait aujourd'hui, que vous pourrez le redire encore l'année prochaine. Si malheureusement il y avait moins de décès, et ben on dit les gens vivent plus longtemps, mais à Marly il y a aussi des décès, et c'est pas possible. Vous voyez, ça c'est une réflexion qui me paraît la même que quand vous avez dit une fois les gens de Marly n'ont pas besoin d'un Lidl, parce que Marly tout le monde est riche, et donc personne n'a besoin d'un Lidl. Vous voyez, c'est des conneries que vous dites. Et puis moi je voudrais aussi dire, vous avez parlé quand même qu'on a fait quelque chose de bien, le RAM, la PMI. Alors là, je suis contente parce que c'est mon domaine, alors je suis contente de l'avoir entendu. Sauf que, pour le RAM et la PMI, monsieur Verfeilly, vous n'avez pas travaillé avec le département pour nous faire obtenir quoi que ce soit. On n'a rien eu pour l'investissement. Vous êtes d'accord avec nous? Rien, pas un centime pour l'investissement. Alors oui, on travaille. Après, vous critiquez parce qu'on va voir, et évidemment qu'on travaille avec l'aglo, qu'on travaille avec les gens qui peuvent nous apporter de l'argent. On a expliqué qu'aujourd'hui, on est obligé de maîtriser les dépenses dans la collectivité. Alors évidemment, contrairement à avant, nous on travaille avec les autres et on obtient, et on peut être fier quand même d'avoir des dossiers comme ça. Parce que pour l'Henri, quoi que vous en pensiez, quand on a vu le préfet, il nous a dit le dossier était très très bien monté. Et il a été monté des années avant pour en arriver là aujourd'hui. Parce qu'avant on n'avait rien eu, aujourd'hui on a. Mais tant mieux, on devrait tous être fiers de pouvoir demander aux autres de nous aider et de ne pas demander aux contribuables de Marly de mettre encore la main à la poche. Donc voilà, monsieur Verfeilly. Moi, je voudrais dire après, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je ne vais pas revenir sur l'action sociale, parce que on est toujours critiqué à l'action sociale à Marly, mais regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs, ne serait-ce qu'au niveau du département, tout a baissé pour l'action sociale, tout. Pour les handicapés. Alors aujourd'hui, on est en train de dire on va rouvrir les vannes un petit peu. On va en donner parce que les gens ne sont pas contents. Évidemment, les gens sont dans la rue, ils en ont jusque-là. Mais quand même, c'est des choses qui se sont passées. On a vu quand même la baisse des financements pour les EHPAD, pour les établissements de personnes handicapées. Et tous des gens qui, eux, le vivent mal. Alors, pareil, aujourd'hui, oui, on essaie de mettre la ville à la portée de tous les gens de Marly, même les gens qui malheureusement sont porteurs de handicap. Mais l'année prochaine, vous le reverrez encore, parce qu'il y aura aussi d'autres secteurs qui seront remis en accessibilité. Et l'année d'après aussi. Parce que, évidemment, d'année en année, on évolue et on fait avancer les choses. Et si vous avez, par contre,
si vous avez des moyens supplémentaires à nous offrir pour qu'on fasse mieux, si vous avez des propositions, pas que des critiques, hein. Moi, j'ai des propositions accompagnées des budgets. Mais vous êtes le bienvenu, M. Verfeil. Venez nous voir et on va travailler tous ensemble. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention dans ce débat sur le ROB? Mademoiselle Rita Canas. Je voulais quand même dire, j'ai pas fait de déclaration, j'ai posé des questions. Donc j'aimerais bien, j'espère que vous allez nous apporter des réponses. Et depuis jouer le jeu de la provocation, il y a des propos là qui m'interpellent un peu. Je veux dire, ici, on est dans un conseil municipal qui a été élu démocratiquement avec nos diversités politiques. Il y a des gens de droite, il y a des gens du Parti socialiste, il y a des gens communistes, il y a des gens qui sont des personnalités civiles. Pour ça même que ce groupe n'est pas composé que d'élus socialistes, hein, démocrates républicains. Voilà. Et il y a 6 personnes derrière moi, si vous voulez le savoir. Et donc, je ne parle pas à mon nom personnel, comme je n'ai jamais parlé à mon nom personnel. Ça a toujours été des positions collectives. Mais je vois des mots là, qui sont dits, qui dépassent certainement la pensée, je l'espère. Mais faire un jeu de la provocation comme on fait, c'est pas un conseil municipal, on n'est pas digne, quelle que soit la place où on occupe, on n'est pas digne de son mandat. Et les mouvements dont vous avez parlé, je vous ai écouté, et les mouvements dont vous avez parlé, monsieur le maire, en début de mandat, début de conseil, là, des gilets jaunes ou autres mouvements, qui interpellent le niveau national, ils ont raison, on est tous d'accord. Et le débat national, les débats locaux qui doivent se faire, ils sont aussi importants que le cahier de doléances. C'est important un débat dans une ville. Et le national est interpellé, mais c'est tous les élus qui sont interpellés. Et quelle que soit la place où on en est, on doit se poser aussi des questions de savoir si on exerce son mandat dans l'intérêt général et non pas dans l'intérêt particulier de sa propre personne. Moi, les déclarations que je fais, et je terminerai, les déclarations que nous faisons, nous les faisons nous-mêmes, nous les écrivons tout seuls, et ils font le fruit de réflexion d'un groupe qui se réunit de façon régulièrement. D'accord ? C'est l'intérêt général qui a toujours dicté la position du groupe des élus socialistes, démocrates, républicains, et jamais des questions de posture ou de place à quelque place que ce soit dans un conseil municipal ou ailleurs. Merci de votre écoute. Bien, merci de vos interventions et aux uns et aux autres. Alors chacun sait que dans les débats budgétaires, que ce soit le ROB ou le budget fin mars, on peut faire dire un tas de choses aux chiffres. Quand, cependant, on avance des données chiffrées, parce que les généralités, les envolées oratoires, je connais, j'ai assez d'heures de vol au compteur, hein. Je suis élu depuis 40 ans maintenant, et j'en ai connu dans toutes les enceintes, que ce soit ici même, quand j'ai été 19 ans dans l'opposition, où j'aurais bien des choses à rappeler si un jour vous venez écrire un livre, ou alors au département, à la région ou à l'Assemblée nationale, sans oublier l'agglo qui compte beaucoup pour le présent et l'avenir, notre ami, qui est un partenaire important. Et d'emblée, faire abstraction de l'agglomération, dans le cadre notamment de l'aménagement du territoire, des affaires économiques, de toutes les politiques dont il a la compétence, ne serait-il pas faire une erreur monumentale? Personnellement, je me suis prononcé dès le départ, oui, pour les coopérations intercommunales, mais contre les fusions. Pourquoi? Parce que de la Révolution française à nos jours, la commune est le foyer de démocratie. Et quand, dans une commune, qu'elle soit Romby dans le secteur que l'on connaît, qui est une commune rurale, que ce soit Onin, Valenciennes, Saint-Saulve, Anzin ou Marly, chaque habitant aime la proximité. Chaque habitant aime bien voir son maire, son adjoint, ses adjoints quand ils fonctionnent. Mais faut-il encore fonctionner? Le conseiller délégué, les conseillers municipaux. Deuxièmement, à partir de là, c'est fonction aussi de l'investissement des uns et des autres. Et je rappelle qu'il y a un statut de l'élu qui existe et qui permet à tous de pouvoir fonctionner. Et que concernant les pertes de salaire, dès lors où on a une mission dans la vie active, que ce soit dans les services publics ou privés, les indemnités d'élus sont attribuées pour faire face aux pertes de salaire. Deuxième aspect sur notamment
Les origines de notre ville de Marly, on est là depuis 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup et c'est court. Moi, j'ai quelques souvenirs. 10 ans, j'étais effaré quand j'ai eu ce rapport accablant de KPMG qui a présenté la situation financière de la ville de Marly. Les choses ont été claires. C'est où la tutelle, avec 50% d'augmentation de la fiscalité immédiatement, avec uniquement s'en tenir aux dépenses obligatoires, et troisièmement, supprimer, c'est-à-dire les classes de neige, les accueils de loisirs, hébergement sans hébergement, à travers lesquels, d'ailleurs, cet été, 800 gosses ont bénéficié de cette politique. La politique en direction de la jeunesse, en direction de la petite enfance, de l'enfance, le repas des anciens, les goûters des aînés, la sortie des aînés, envers qui nous veillons à ce qui est un peu de bonheur, un peu de dignité. L'action sociale en direction des personnes handicapées, à qui on permet depuis notre arrivée de pouvoir être transportés dans le cadre d'une politique sociale. Il en est même pour les personnes âgées avec le CCAS, à qui on permet, dès lors où on doit aller sans véhicule pour le foyer concerné, eh bien aller chez le médecin, à la pharmacie, et faire des courses. Le CCAS met à disposition un véhicule et bien entendu, comme on dit, une collaboratrice qui est très ouverte et qui a le profil pour échanger avec les anciens. Je pourrais continuer sur l'aménagement du territoire. À partir de là, on a dit on prend nos responsabilités. Et on va devoir aller parler avec la population, les associés, toutes nos forces vives. Et on a dit, on ne peut pas échapper aux 30%. Parce que dans la vie politique, quand on prend des responsabilités, il faut aussi savoir affronter les difficultés. On ne peut pas uniquement être présent là où c'est facile. Et c'était facile pour moi d'entendre, ben non, pas en une année, on va le faire en 2 ans. Ben évidemment, ben évidemment. Mais ça, c'est, comme on dit, de la démagogie. Moi, la politique précédente, j'ai eu l'occasion de porter le jugement pendant 19 ans. Et après, eh ben moi, avec la nouvelle équipe, j'ai dit, nous, on assume. Et puis, on est allé jusqu'au bout. Et deuxièmement, à partir de là, on a eu le problème de l'amiante dans les écoles. Quand on me dit, on aurait dû faire ceci. Eh ouais, mais sauf que l'amiante, ça pose le problème de la santé des enfants, des enseignants, des personnels administratifs, de tous les amis de l'école, qui se retrouvent dans 11 écoles à Marly, dont 9 groupes scolaires. Deuxièmement, on a eu, y compris en priorité, on a décidé eh bien, de s'attaquer donc aux bâtiments scolaires et on en est à 3 701 231 € d'investis en 10 ans. 3 701 230. Deuxièmement, il y a eu les bâtiments sportifs. Rappelons-nous la salle Aragon, avec les, comme on dit, eh bien, les sanitaires du siècle écoulé. On s'est attaqué à la salle Aragon et aux autres bâtiments sportifs. C'est-à-dire, pour 2 100 000 €. Salle Aragon. 2, la salle Gosselin. 3, la salle du Caillou. 1 million d'investissements pour nos archers et pour les accueils de loisirs et pour le lac. Et je peux continuer la salle du Mont avec les sanitaires. Et ensuite, on est passé dans les gros travaux, la voirie. 5 200 000 €. 5 200 000 € d'investis. Et ensuite, on est passé aux bons de commande, les marchés à bons de commande, 160 000 € par année. Et puis, il y a eu les autres bâtiments, tels l'église Saint-François. Sans oublier qu'il y a eu, eh bien, comme on dit, et chaque année, on met, eh bien, à partir de là, pour les bâtiments dans le cadre du plan PAV et des bâtiments publics, nous mettons en voirie 75 000 € pour l'accessibilité et les bâtiments, eh bien, 300 000 €. Deuxièmement, parce que l'accessibilité est importante. C'est pourquoi moi je me félicite de la décision qui a été prise de mettre 117 000 € pour l'ascenseur. Pour les personnes, pour les enfants de mobilité réduite, frappés par le handicap, et y compris pour tous nos gosses qui peuvent prendre l'ascenseur, sans oublier les enseignants. Deuxième aspect, je pourrais évoquer aussi, eh bien, autres bâtiments, mais je vous passe sur ces aspects. Mais tout ça pour dire que, oui, on s'est attaqué, tout en ayant à gérer des finances difficiles, nous nous sommes attaqués, comme on dit, eh bien, à gérer et au mieux. C'est ainsi qu'on n'a pas augmenté la fiscalité depuis 9 ans. Nous avons maintenu tous les services à la population.
Nous en avons créé de nouveaux. Et malgré les baisses de dotation, je le répète, d'1,6 million € ces dernières années. Quand j'entends parfois dire, mais non, le delta, c'est... Ben non, la réalité, c'est que les chiffres, ils sont à votre disposition. J'ajoute à cela que dans les grands indicateurs de gestion budgétaire qui sont en évolution positive de 2017 à 2018, l'épargne de gestion, qui est la différence calculée entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Notez bien ce chiffre, parce que moi je ne me contente pas, comme on dit, à des déclarations. Sans chiffres. Tout le reste, pour moi, c'est l'envolée oratoire. Et ça, c'est un discours que j'entends depuis maintenant des années. J'ajoute, l'épargne de gestion 2017 s'élevait à 963 926 € et des broutilles. En 2017. L'épargne de gestion 2018 s'élève à 1 085 494 €. L'épargne de gestion 2018 est donc en augmentation de 12,6% par rapport à 2017, soit une augmentation de 121 558 €. Enfin, l'épargne brute représente l'épargne de gestion diminuée des intérêts de la dette. L'épargne brute passe quant à elle de 431 519 € en 2017 à 705 721 € en 2018, soit une augmentation de 61%, représentant 274 200 €. Je continue. Dans le même temps, par ailleurs, deux ratios importants sont à noter pour l'élaboration budgétaire et sont obligatoires dans la maquette financière. Au 31 décembre 2018, concernant la strate des communes de 10 000 à 20 000, le ratio en cours de la dette par rapport à la population est de 829,79 €, à comparer à la moyenne nationale de la strate, de la même strate. Nationalement, il est de 954. Nous sommes donc bien en dessous de la moyenne nationale. Deuxièmement, si nous étions à la hauteur de la moyenne nationale, cela représenterait un endettement supplémentaire de 1 450 000 €. J'ajoute que le ratio en cours de la dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement s'élève à 0,64, à comparer à la moyenne nationale de 0,72. Là encore, oui, je signe, j'affirme que nous nous situons bien en dessous de la moyenne nationale. Je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes et permettent d'apporter, y compris, réponse à un certain nombre de vos questions. Par ailleurs, dans le cadre notamment d'un certain nombre de questions qui ont été posées, je voudrais dire que n'hésitez pas d'être présent dans les commissions, et y compris dans la première instance qui est le bureau municipal, tout en sachant que c'est le conseil qui décide. Que deuxièmement, les services sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Que troisièmement, les questions d'actualité peuvent être posées 3 jours par courrier avant, ce qui nous permet de faire travailler les services et de vous répondre, y compris en temps et en heure. Je pourrais encore rappeler, notamment en ce qui concerne le PAF, j'en ai parlé, mais il y a aussi, et à saluer, cette prospective financière, notre agent de finance pourra le confirmer, avec Finance Active, qui chaque année nous permet, eh bien, à partir des pièces, de donner des éléments très précieux. Dans le même temps, M. Verfeuille, je vais quand même me permettre une remarque. D'abord, je voudrais remercier les contributions de tous, remercier un certain nombre de questions auxquelles je répondrai. Je rappelle que Hariton, on a apporté des éléments de réponse dans son casier concernant les effectifs. Ça a été mis dans le casier. Deuxième aspect, il y a d'autres éléments aux questions posées qui seront apportés de nouveau par courrier très prochainement. Je voudrais remercier la contribution, eh bien, comme on dit, de Christian Châtelain. J'ai entendu un autre ton. Je me félicite que dans cette majorité, il y ait aussi de l'intelligence partout. Après, chacun est libre. On est, je considère, sur un paquebot qui va de l'avant,
qui a pour objectif le Marly de 2030. Il y a celles et ceux qui vont contribuer pour les années à venir à être présents. Il y en a d'autres qui nous ont déjà quittés il y a des années, qui sont simplement restés dans les effectifs. Et troisième aspect, je suis pour aussi le renouvellement, pour tout dire. Je suis pour, comme on dit, eh bien, apporter de l'oxygène. Et il y a de l'intelligence partout. Et j'ai confiance pour que nous puissions aller de l'avant. Et qu'on aille vers un véritable débat sur l'aménagement du territoire, sur les politiques, petite enfance, jeunesse, sport, culture, les aînés. Maintenant, M. Verfeuillet, vous êtes sympathique. Vous nous critiquez toujours sur, en gros, ça va pas, Marc. Ah, équivoque. Vous savez, quand j'ai été conseiller général, le dernier mandat, j'ai obtenu pour la ville de Marly plus de 19 millions d'euros en investissement. 19. Vous savez à quoi vous en êtes depuis que vous êtes conseiller départemental pour la ville de Marly? Vous pouvez me le dire? L'étude qui va être financée à ma demande au président Jean-René Le Cerf, quand il est venu ici même visiter Marly, cette étude va coûter 40 000 euros. Et il en prend en charge notamment 50%, c'est-à-dire 20 000 euros. Voilà quel a été l'actif de notre conseiller départemental, je le remercie. Mais ceci étant, entre nous, il faut se parler franchement, là, même si c'est devant la presse. Moi, je veux la transparence jusqu'au bout. Mais quand allez-vous décider à vous battre pour des dossiers pour Marly? Quand vous en présenterez. Qui plus est, écoutez, ça vaut son pesant, chers collègues. Et j'en ai appris une bien bonne. Vous savez qu'actuellement, il y a une grande réforme dans le domaine du ferroviaire et dans le domaine des transports. Chacun sait qu'il y a des gens qui habitent le Valenciennois, le Douaisis, la région lilloise, et qui vont chaque jour à Paris par le train. Pas plus tard qu'hier, dans le cadre notamment du débat budgétaire au sein du conseil départemental et du conseil général du Nord, mes amis ont fait la proposition d'une motion pour dire ne touchez pas, surtout n'abandonnez pas la ligne ferroviaire TGV Valenciennes-Paris. À cette proposition d'amendement, qui d'ailleurs a été présentée par mon collègue et ami Jean-Claude Dulieu, le groupe socialiste, par la voix de Didier Magnier, a dit « Oui, nous votons cette motion ». Le groupe UPN a dit si on peut rajouter les villes de Hasbro, et y compris Dunkerque, concernées par la question du TGV, des TGV, des lignes. Jean-René Le Cerf, président, et je veux officiellement le remercier en ce qui me concerne. On a été élus tous les deux le même week-end en 1988. Je tâcherai d'ailleurs d'envoyer, monsieur le directeur, madame la directrice de cabinet, un courrier de remerciement pour sa contribution. Tout le monde s'est retrouvé pour dire on vote la motion, pour demander à l'État et à la SNCF de ne pas toucher à cela. Le président de la région a dit oui, le président du département a dit oui, les maires de Valenciennes, oui, Douai, oui, Hasbrook, oui, Dunkerque, oui, et dans ce vote hier, unanimité, sauf une voix abstention, notre collègue Jean-Noël Verfeuillet. Eh bien, je m'excuse, si c'est comme ça que vous défendez le Valenciennois au sein du département, ce qui d'ailleurs a meurtri tous les élus de votre majorité, et en premier lieu, vous le savez, puisque beaucoup ont regardé la vidéo, je vous remercie pour votre contribution à défendre aussi bien les intérêts du Valenciennois et de notre belle région du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, j'en ai terminé en ce qui me concerne avec mon propos. Sur ce, je vous propose de passer aux voix. Oui, je vous en prie. Merci. Alors, quelques petites réactions. D'abord, par rapport aux interventions de vos adjoints. Je pense que j'ai pu critiquer la gestion municipale. Par contre, je ne me suis jamais permis d'avoir des mots à titre personnel contre les uns ou les autres, et j'aimerais que ce soit la même chose à mon encontre, et que les débats puissent être sereins dans notre assemblée, et que les uns et les autres puissent se respecter. Pour répondre à M. Caillé sur... en effet, je n'étais pas élu
au moment où vous avez augmenté la fiscalité quand vous avez récupéré la ville. Donc vous aimez rappeler cette histoire. Bon, on peut remonter aussi un peu plus loin, hein, parce que s'il y a eu besoin, s'il y a eu des difficultés financières, c'est aussi à cause de la faillite d'une société d'économie mixte qui avait été mise en place par les communistes précédemment. Donc bon, voilà. On va vous ressortir le rapport de la Chambre. Non mais bon, voilà. Après, on peut aller très loin dans le passé. Je pense que c'est pas nécessaire. Le but d'un débat d'orientation budgétaire, c'est plutôt de se projeter vers l'avenir. Là, on en est assez loin. Sur la question du personnel, monsieur Léman, en aucun cas je le mets en cause. Hein. Le personnel municipal, il fait son travail, il fait le travail qu'on lui demande de faire. Donc ce que je mets en cause, c'est la décision politique et les directives qui sont données au personnel municipal et les conditions de travail qu'on leur offre. Et c'est elle que je critique et pas du tout le travail du personnel municipal. Et ça, je pense que vous le comprenez très bien. Même si vous voulez essayer de jouer là-dessus pour que le personnel municipal soit fâché contre moi, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt et personne ne sera dupe de ce genre de choses. Pour les derniers propos que vous avez eus, monsieur le maire, ou vos autres élus également sur le département, je pense qu'il faut arrêter à chaque conseil municipal de parler de tout et rien en rapport avec Marly. Et donc, à chaque fois, on revient sur le département, le fait de ce qui se passe, soit les politiques de Jean-Emmanuel Serre, soit moi, mon positionnement, ce genre de choses. Vraiment, ça n'a pas d'intérêt sur la gestion municipale de notre ville. Pour les gens, vous croyez que ça n'a pas d'intérêt pour les familles? Je comprends que vous ayez la nostalgie du département, mais dans ce cas-là, il faudra vous représenter. La nostalgie de la vie des gens. Il faudra vous représenter aux prochaines élections départementales. Ce sera en 2021. Il y a personne qui vous empêchera de vous présenter. Et puis, si vous voulez défendre tout et n'importe quoi, vous pourrez vous présenter aux législatives aussi. Nous ici, ce qu'on veut, c'est un maire. C'est pas un député, c'est pas un conseiller départemental. On est là pour parler des affaires de la municipalité de Marly, c'est tout. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez sur l'ensemble des autres collectivités. Et si vous pensez aussi que c'est en traitant de cette manière-là vos partenaires institutionnels que vous allez améliorer les capacités de subvention des autres institutions, vous vous trompez. Je pense que... est-ce que vous me dites, voilà, il faut que vous demandiez au département de nous aider plus, et en même temps vous passez tout votre temps à critiquer à la fois le département et à la fois moi comme élu départemental. Donc, vraiment, vous avez un comportement qui n'est pas du tout approprié, il me semble, sur ce sujet-là. Mais bon, je vais m'arrêter là-dessus. Peut-être un dernier mot sur l'agglo quand même. Moi, je critique pas du tout le fait qu'on travaille en partenariat avec l'agglo. Au contraire, je trouve ça formidable. Ce que je critique, c'est le fait que normalement, c'est la ville qui a des projets et qui les insuffle et qui demande le soutien de Valenciennes Métropole. Et en fait, là, c'est pas le cas. C'est Valenciennes Métropole qui vient et qui amène ces projets parce que la ville ne n'en propose pas. Et donc, c'est ça, en fait, que je reproche, c'est tout. Voilà. Bien, vous avez terminé. Bien, on a pris bonne note. Alors, cela dit, écoutez, vous avez libre initiative pour apporter, pour votre apport ici même, pour les familles. Car le département a des politiques qui se rapportent à la vie des familles à Marly. Quand, par exemple, ça me vient à l'esprit, le département n'a plus de moyens pour placer les enfants qui sont victimes de décisions judiciaires ou administratives, c'est-à-dire de gosses qui restent au sein de la cellule familiale, alors qu'il faut les déplacer et les mettre, ils sont en danger. Et actuellement, quand on voit les magistrats qui se sont levés, qui ont relevé la tête, qui se sont retrouvés avec tous les syndicats, pour dire il y a danger, on ne peut pas accepter. La magistrature. Je passe sur tout le reste. Je vous fais confiance, mais je suis comme saint Thomas. Je crois ce que je vois. Actuellement, votre rapport a été pour Marly de 200 €. Alors j'espère que 20 000, excusez-moi, 20 000, je suis comme Henri Krasuski, je me mélange les pinceaux. 20 000 €. Tout le monde aura retenu, voilà le bilan. On en a eu 19 avec le conseiller général de l'époque, et notamment avec Bernard de Rosy comme président, ou encore Patrick Caner. Et je m'en félicite. Les temps ont changé, c'est là qu'on voit aussi la réalité en rappelant certaines vérités. Dernière des choses, l'agglo, on aura le président qui sera à nos côtés, je l'ai dit, eh bien, ce vendredi à 10h30, eh bien, au sein des Floralies, à l'école Marie Curie, pour poser une nouvelle première pierre d'un projet municipal et qui bénéficiera du concours d'un tas de, comme on dit, institutions, hein,
J'ai rien eu du département, j'espère qu'on aura peut-être des choses pour d'autres dossiers. Hein. Mais dans tout ça, les gros dossiers, boulevard urbain, 7 millions d'euros, on donne le coup de pioche en mai. Zone d'expansion de crue, le moulin souverain, on donne là aussi le coup de pioche en 2019. Zone d'expansion de crue, le Grand Cavin, tout ça c'est 2 fois 1,3 million. Et le boulevard urbain, 7 millions en 2019. Et je pourrais continuer sans oublier, eh bien la rue, avec la briquette, il y en aura pour 100 millions en 10 ans. Et première pierre, l'école, avec 500 élèves, le regroupement d'écoles, comme on dit, de Valenciennes, Saint-Exupéry, qui rejoindra celle de Mandela à la briquette. Sur ce, je vous propose de passer au vote. On est tenu à voter sur le principe comme quoi il y a eu un débat dans le cadre de la présentation du ROB. Donc je vous invite à lever la main pour celles et ceux qui le souhaitent sur le principe comme quoi il y a eu débat dans le cadre du ROB qui a été présenté. Merci. Vote contre, abstention. Je vous remercie. On passe ensuite avec M. Jérôme Léman pour la présentation de la convention de prestation de services mutualisée d'un délégué à la protection des données entre Valenciennes Métropole et la commune de Marly. À vous, M. Léman, à toi, mon cher Jérôme. Merci, monsieur le maire. Valenciennes Métropole, comme toutes les collectivités, va devoir respecter plusieurs obligations visant la responsabilisation dans la gestion de ces données à caractère personnel. Il s'agit d'un texte adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016 et entré en application le 25 mai 2018, donnant la possibilité de désigner un délégué à la protection des données au bénéfice de plusieurs autorités publiques ou organismes publics compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille. Valenciennes Métropole a donc proposé aux communes de son territoire, lors d'une réunion d'information des maires et DGS en juin 2018, et de réunions collectives réunissant les communes par strate en novembre 2018, de proposer une prestation de services de DPD, donc mutualisée pour les communes intéressées. Suite aux réunions, 20 communes ont donné leur accord de principe pour bénéficier de cette prestation de services selon les éléments exposés. Donc d'abord, modalité de la coopération pour les communes intéressées. La mutualisation prendra la forme d'une prestation de services fournie par la direction numérique et informatique de Valenciennes Métropole. Cette prestation sera assurée par un délégué de la protection des données recruté par Valenciennes Métropole et dépendant de la seule autorité de l'exécutif et de la collectivité prestataire. L'organisation des missions se fera en lien avec les communes concernées. En contrepartie du service, le coût du poste de DPD sera financé à 100% par les communes ayant donné leur accord de principe pour l'année 2019. Donc la contribution de la commune est basée sur un forfait annuel. Bon, celui de Marly, commune de 9 000 à 14 999 habitants, la contribution forfaitaire sera de 4 500 €. Elle pourra évoluer selon l'entrée ou sortie de communes. Elle se fera sur la forme de facturation au prorata temporis de la date d'entrée de la commune dans le dispositif. Donc l'objet, le périmètre, la nature de cette prestation repose sur plusieurs objectifs. Assister les communes le souhaitant à se mettre en règle dans le cadre du RGPD, Règlement général de la protection des données, amortir les coûts qui seraient plus élevés si la commune devait recruter son DPD, assurer un niveau optimal en matière de protection et de sécurité des données, apporter une expertise et un accompagnement quotidien dans le traitement des données. Le périmètre comprend la commune et le CCAS de la commune. Par contre, les syndicats d'assainissement et autres syndicats ne relèvent pas du périmètre de cette prestation. Mission de la prestation, donc animer un réseau de correspondants dans chaque commune, apporter une expertise en amont des projets, sensibiliser les agents communaux aux enjeux de la protection des données, organiser les processus internes et établir un registre de traitement, cartographier les traitements des données personnelles, traiter les demandes d'information des citoyens et les plaintes éventuelles, rédiger un bilan annuel reprenant les différentes actions menées sur l'année, faire remonter à la direction générale toute anomalie ou mauvaise pratique, et être le point de contact avec la CNIL. Alors ça c'est important parce que c'est un garde-fou important pour les communes. Le DPD sera le seul interlocuteur de la CNIL. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la convention de prestation de services jointe régissant les modalités de la coopération et les missions du délégué à la protection des données mutualisées entre Valenciennes Métropole et la commune de Marly et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de prestation de services jointe et toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération et de prévoir les crédits nécessaires au budget. Merci monsieur le maire. Merci monsieur Jérôme Léman pour cette présentation concise et
précise. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération, ce projet de délibération? Je ne vois aucune main se lever. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Excusez-moi. Avis contraire. Abstention, c'est adopté à l'unanimité. Nous passons ensuite avec Monsieur Bernard Évrard. Il s'agit d'une acquisition de la parcelle B1582, rue Jean Jaurès, appartenant à l'EPF, l'établissement public foncier, dans le cadre du projet de réalisation du boulevard urbain. À vous, Monsieur Évrard, à toi, Bernard. Merci, Monsieur le maire. Comme vous l'avez dit, c'est un travail de longue haleine, parce que c'est des terrains qu'on a commencé à récupérer il y a quelques années. Donc ça, on n'a pas pu le faire du jour au lendemain. Dans le cadre du projet de création du boulevard urbain, sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée, entre la route d'Aulnoy et la rue Jean Jaurès, par Valenciennes Métropole, la commune doit acquérir la parcelle B1582 d'une superficie de 386 m², rue Jean Jaurès, appartenant à l'EPF. Ce terrain, nécessaire à l'aménagement du giratoire et de ses abords, rue Jean Jaurès, ayant été estimé par l'EPF à 9 215,43 € TTC. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'acquisition de la parcelle cadastrée B1582, une superficie de 390 m², rue Jean Jaurès, au prix de 9 215,43 €, plus les frais de notaire liés à cette acquisition, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte notarié de transfert de propriété ainsi que toutes les pièces nécessaires à cet acte. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Évrard. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Aucune main ne se levant. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je vous remercie. Et nous passons avec une dernière délibération d'importance sur la politique culturelle avec notre collègue Laurence Morel, mise en place de bons cadeaux livres, ainsi que quelques temps forts à venir pour la période et bien sûr nos politiques culturelles et festives. À toi, Laurence. Merci, Monsieur le maire. Et en préambule, je voudrais quand même signaler que malgré les coupes budgétaires du département du Nord, entre autres la suppression de la dotation des instruments qui touchent quand même nos élèves de notre école de musique, donc c'est quand même important de signaler quand même le département de temps en temps, la suspension du partenariat État-département sur les opérations de restauration et mise en valeur des monuments historiques, qu'il y a aussi moins de 20 millions d'euros consacrés à l'intervention culturelle, soit à peine 0,5% des dépenses hors budget annexe, eh bien nous, sur la ville de Marly, nous continuons à avancer d'un point de vue culturel. Monsieur le maire a rappelé dans ses propos ce que nous avons vécu comme moment magique en janvier. Mais avant ces moments magiques, il y a aussi l'éducation à cette culture qui est tout aussi importante. C'est pourquoi Hartmut Retschel, danseur professionnel de renommée internationale, répète actuellement avec nos danseuses de l'école de danse pour une superbe restitution dans le cadre du Salon du Livre les 6 et 7 avril. Nous avons aussi Tayeb Benamou, dans le cadre de l'art dans les quartiers vers l'art, qui travaille avec deux groupes, notre centre social de la Briquette, avec un groupe qui s'est formé entre parents, enfants. Je pense qu'au démarrage, quand on avait été autour de la table, on ne pensait pas du tout que ça allait fonctionner, ça a superbement bien fonctionné. Et le deuxième groupe, c'est bien sûr nos élèves du collège Alphonse Terroir, autour d'un projet photo mémento, qui aussi, vous aurez aussi le plaisir de retrouver au Salon du Livre. Le thème du Salon du Livre cette année sera sur les traces de, donc bien sûr, eh bien là, ça sera l'occasion d'aborder sur la trace du geste artistique. Nous aurons aussi le 8 mars, un très beau, 8, 9 et 10 mars, un très beau week-end autour alors de la pièce L'empreinte de la compagnie Pascal Meurice qui traite des violences faites aux femmes. Nous aurons un super vernissage avec 13 artistes de la ville de Marly, des artistes peintres, sculpteurs, photographes, une forgeronne, coutumière, du raku. Voilà une exposition très variée. On aura aussi des rencontres poétiques qui seront abordées par Lucie Pétronne.
donc dans le cadre non pas d'un café littéraire, mais de rencontres poétiques. Nous aurons aussi le récital Drosera, donc là, Christophe Van de Putte et Sandy qui viendront faire un duo artistique sur ce thème des violences faites aux femmes. Et on aura, pour finir, un défilé de mode avec des jeunes stylistes, avec une jeune styliste qui était originaire de Marly, qui est partie à Paris, qui s'appelle Carline Barrois. Et on est en train de travailler avec, vous verrez, de toutes jeunes demoiselles de Marly qui viendront faire ce défilé. Donc très très bon moment. Et pour finir, on aura aussi bien sûr la soirée badinage, c'est notre 3e édition avec les groupes Pao et les Cosmics Banditos le samedi 16 mars ici à la salle des fêtes. Donc je vous invite bien sûr à aller voir notre site et noter dès à présent ces différentes dates. Donc bien sûr il y a la mise en place, comme tous les ans, des bons cadeaux livres. Donc, dans le cadre du concours organisé lors du Salon du Livre les 6 et 7 avril, la ville souhaite créer des bons cadeaux livres dont les bénéficiaires seront les participants et les lauréats des différents concours proposés en écriture, illustration et boîte. Ces bons d'un montant de 10 € seront utilisables exclusivement au sein du Salon du Livre dans la limite d'un montant de 1 500 €, soit un nombre de bons maximum de 150. Les bénéficiaires de ces bons cadeaux livres pourront choisir leur livre au cours de l'événement chez les auteurs, éditeurs et libraires présents. Et ils en sont très reconnaissants au niveau de la ville de Marly. La ville procédera au remboursement auprès de ces derniers sur remise de bons accompagnés de la facture correspondante. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la mise en place de ces bons cadeaux livres dans le cadre du concours organisé lors du Salon du Livre, monsieur le maire. Très bien. Merci à vous, chers adjoints et collègues à la culture, en nous félicitant de ces heureuses initiatives. On a enfin un rendez-vous avec la culture et on n'a pas terminé d'écrire de belles pages en la matière. C'est comme pour le sport. Sur cette délibération, il faut qu'on se prononce. Celles et ceux qui sont pour, s'il n'y a pas de demande d'intervention, le manifeste en levant la main. La délibération. Avis contraire, abstention, merci de cette unanimité. Bonne soirée à tous et à bientôt, sans oublier de venir signer le registre des délibérations.